La lueur de l'écran de l'iPad éclairait mon visage dans la chambre d'amis plongée dans le noir. Il était presque minuit, la maison silencieuse, à part le bourdonnement du vieux radiateur. Je ne fouillais pas. J'avais simplement utilisé la tablette de maman pour appeler David en FaceTime et j'avais oublié de me déconnecter. Mais une notification est apparue, chat ATM nouveau message de Ryan. Par curiosité, j'ai cliqué. Elle est encore en avance. Demande aussi pour la réparation de la voiture. Je me suis figée. Mon pouce est resté suspendu tandis que d'autres messages s'affichaient. N'insiste pas trop. Laisse-la croire que c'est son idée. Sans Mélissa, on serait en faillite depuis longtemps, mais elle est trop naïve pour s'en rendre compte. De ma mère. Puis un message vocal de Ryan. Profitant. Elle croit qu'on l'aime encore. La pièce s'est mise à tourner. J'ai eu le souffle coupé. J'avais happé des anniversaires, porté le même manteau d'hiver pendant 3 ans, payé leurs prêts immobiliers, leurs médicaments, les amendes de Ryan pour conduite en état d'ivresse, tout ça parce que je pensais aider ma famille. Mais en fait, j'étais leur modèle économique. Pas une fille. Juste leur distributeur automatique. Et cette nuit-là, quelque chose s'est brisé en silence en moi. Je n'ai pas grandi dans la pauvreté. Pas vraiment. On avait du chauffage en hiver, de quoi manger à table, et mon père avait toujours un projet en cours: réparer des clôtures, couler du béton, rafistoler un toit. Ma mère découpait des coupons et préparait chaque dîner maison, même si c'était juste des macaronis au fromage en boîte avec des saucisses. On n'était pas riches, mais on s'en sortait. Puis, l'automne de mes 19 ans, tout a changé. On venait de m'offrir une bourse complète pour une université hors de l'État en ingénierie biomédicale, mon rêve depuis la seconde. Je me souviens exactement du moment où j'ai reçu l'email. J'étais assise sur le perron arrière, le cœur battant, comme si le monde s'était ouvert rien que pour moi. Ce même après-midi, mon père est tombé d'une échelle en réparant la gouttière. Fracture de la hanche. Opération nécessaire. Incapable de travailler pendant des mois. Maman est entrée dans ma chambre ce soir-là, en larmes, tenant les factures d'hôpital comme si c'était des faire-part de décès. On a besoin de toi ici, ma chérie. Ryan est encore au lycée. Ton père, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Ryan, mon petit frère, avait du mal à sortir du lit sans qu'on le houspille. Mais maman disait toujours qu'il était sensible. Qu'il avait besoin d'espace. Moi? J'étais la forte. La capable. Alors j'ai refusé la bourse. Trouvé un boulot dans un centre d'appel local. Je me suis dit que je retenterais ma chance l'année suivante. Je ne l'ai jamais fait. Une année est devenue 5. Puis 10. J'ai fini par déménager à San José. Entrer dans la tech. Gravi les échelons. Mais les factures continuaient à arriver. Tu peux nous aider pour l'hypothèque ce mois-ci? L'ordonnance de ton père n'est pas remboursée. Ryan a juste besoin d'un petit coup de pouce, le temps de se remettre sur pied. Ryan était toujours presque sur pied. D'abord une carrière musicale ratée. Puis l'anxiété. Puis la crypto. Un jour, il m'a demandé $5000 pour investir. Je les ai transférés le jour même. 3 semaines plus tard, il a posté une photo de sa nouvelle installation de jeu. Un petit plaisir, disait-il. La santé mentale, c'est la richesse. Je n'ai rien dit. Je me disais qu'ils étaient en difficulté. Que j'avais la chance de pouvoir aider. Que la famille passait avant tout. Quand David, mon petit ami, m'a demandé pourquoi j'envoyais $3000 par mois à l'autre bout du pays, je lui ai donné la phrase que j'avais répétée tant de fois que j'y croyais presque moi-même. Ils ont besoin de moi. Ce que je ne disais pas, c'est que je ne savais pas comment ne pas être nécessaire. Que sans quelqu'un dépendant de moi, je me sentais vide. David ne m'a jamais forcé, mais je voyais dans ses yeux chaque fois que je refusais des vacances ou que je repoussais encore la recherche d'un logement. Il a dit un jour, tout doucement. Tu as le droit de vivre pour toi aussi, tu sais. Mais je ne le savais pas. Pas vraiment. Parce qu'à un moment donné, j'ai cessé d'être leur fille pour devenir leur pourvoyeuse. Leur réparatrice. Leur plan de secours. Et le pire? Je croyais que ça faisait de moi une bonne personne. Je vivais petit. C'est comme ça que je l'expliquerais, si on me le demandait. Un appartement, une pièce. Pas de vacances. Pas de nouvelles chaussures sauf quand les semelles lâchaient. Je préparais mes repas tous les dimanches. J'achetais tout en marque distributeur. Et je vérifiais encore mon solde avant chaque plein d'essence, au cas où.
Mais chaque premier du mois, 3 000 $ disparaissaient de mon compte comme une horloge, directement vers le leur. Je me disais que c'était de l'amour. Je me disais que c'était de la loyauté. Mais la vérité? C'était de l'obligation. C'était de la culpabilité déguisée en vertu. J'ai manqué mon propre anniversaire une fois. Travaillé un double shift pour ne pas prendre de retard sur mon loyer et envoyer un supplément pour le chien thérapeutique de Ryan. Que j'ai ensuite appris qu'il avait donné, parce qu'il aboyait trop. Quand l'entreprise de David a organisé un voyage à Paris pour les meilleurs employés, il m'a demandé de l'accompagner. Nous n'avions jamais voyagé ensemble. Jamais. Il avait l'air si plein d'espoir. Je lui ai dit que j'avais un projet à rendre. Ce n'était pas vrai. La véritable raison? Maman avait laissé entendre que leur voiture faisait des siennes. Que papa avait juste besoin d'un petit coup de pouce pour tenir jusqu'à la fin du mois. Alors au lieu de déguster des croissants à Montmartre, je mangeais des restes de pâtes réchauffées, seule dans un appartement sombre, à surveiller les dépenses de mes parents comme une comptable anxieuse. Et le pire? Personne ne m'a jamais dit merci. Pas une seule fois. Ryan m'envoyait des TikTok sur la culture du burn-out et des mèmes sur le fait d'être fauché. Les messages de maman étaient purement fonctionnels, loyer, médicaments, impôts, électricité. Papa envoyait des pouces en l'air en émoji. C'est tout. Parfois, je me demandais ce qui se passerait si je m'arrêtais. Est-ce qu'ils appelleraient? Viendraient? Est-ce qu'ils me remarqueraient autrement que par l'absence de virement? Je ne savais pas quoi répondre à ça. Parce que dans chaque interaction, je n'étais pas Mélissa. J'étais un chèque de paie avec un pouls. David a essayé d'en parler une fois. Il a dit: Tu n'es pas égoïste de vouloir garder quelque chose pour toi. J'ai voulu le croire. Mais la vérité, c'est que je ne savais plus qui j'étais sans leurs besoins pour remplir tout l'espace de ma vie. Je ne sortais pas. Je ne voyais pas mes amis. Je répondais, peut-être, à toutes les invitations et je n'y allais jamais. Je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'avais ri. Vraiment ri sans vérifier mon solde bancaire après. C'est ça, le problème quand on est celle sur qui tout repose. Personne ne demande si tu vas bien. On te refile juste du poids jusqu'à ce que tu casses. Et pendant longtemps, je ne me suis même pas rendu compte que je cassais. Parce que quand toute ta valeur repose sur ton utilité, tu ne remarques pas à quel point tu es devenu invisible. C'est la nuit après Noël que tout a craqué. On avait fini le dîner, jambon sec, pommes de terre à moitié cuites, la routine. Maman était montée se coucher tôt à cause d'un mal de tête. Papa regardait d'un œil un vieil épisode de NCIS. Ryan s'était enfermé dans sa vieille chambre, jouant à un truc bruyant et violent. J'étais dans la chambre d'amis, essayant de garder le Wi-Fi actif pour un appel FaceTime avec David. Maman m'avait prêté son iPad parce que le mien était à plat. J'avais prévu de me déconnecter juste après. Mais une notification est apparue, chat TM nouveau message de Ryan. Mon doigt est resté en suspens. Je ne reconnaissais pas le groupe, juste 3 noms, maman, papa et Ryan. J'ai ouvert. Le premier message que j'ai vu venait de Ryan. On peut demander plus le mois prochain? Je veux refaire mon setup. Elle va céder. Puis maman. Sois pas trop gourmand. Attends qu'elle soit rentrée à San José. La culpabilité marche mieux à distance. Ma poitrine s'est serrée. J'ai remonté la conversation. Elle est encore en avance ce mois-ci. On devrait juste lui dire qu'on est en retard sur les impôts fonciers. Ça marche à tous les coups. Sans Mélissa, on serait déjà en faillite, mais elle est trop naïve pour s'en rendre compte. Celui-là venait de maman. Puis le message vocal. La voix de Ryan, ricanant. Profitant. Elle croit qu'on l'aime encore. Je n'arrivais plus à respirer. Vraiment. Je n'arrivais plus à respirer. Je leur avais apporté des cadeaux. Des biscuits faits main d'une boulangerie hors de prix. Des écharpes pour maman. Une nouvelle montre pour papa. J'avais même donné à Ryan une foutue carte cadeau Amazon parce qu'il avait dit qu'il essayait de lire plus. Et derrière mon dos, il parlait de moi comme si j'étais une application. Une transaction ambulante. Pas de merci. Pas de fierté. Pas d'affection. Juste de la manipulation. De la stratégie. Je suis restée là, figée devant l'écran, cœur affolé, oreilles bourdonnantes. Les murs semblaient se refermer. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée allongée, dans la chambre que j'appelais autrefois la mienne,
à écouter le vent dehors et à me demander comment j'avais pu être aussi aveugle. Comment j'avais passé autant de temps à essayer de prouver mon amour en chiffres. Et à quel point ça n'avait jamais compté. Le lendemain matin, j'ai fait ma valise avant le lever du soleil. Maman m'a demandé pourquoi je partais si tôt. J'ai dit que le travail m'avait appelé. Elle n'a pas insisté. Pas de câlin. Pas de chaleur. Juste un vague salut distrait pendant que je refermais la porte derrière moi. Dans l'avion du retour, je regardais par le hublot mais je ne voyais rien. Je n'entendais qu'une seule chose, en boucle, cette phrase du message vocal. Elle croit qu'on l'aime encore. Et j'ai compris que je ne m'étais jamais sentie aussi petite. Pas même quand j'ai renoncé à ma bourse d'études. Pas quand j'ai décliné l'offre d'emploi à New York. Pas même quand j'ai mangé des nouilles instantanées pendant 2 mois pour envoyer de l'argent à Ryan pour sa thérapie. Là, c'était différent. C'était savoir qu'il ne m'aimait pas, il comptait sur moi. C'était réaliser que j'avais été utilisée. Volontairement. Amoureusement. Désespérément. Et je ne savais même plus qui j'étais sans eux. Mais une chose était claire. Quand je rentrerai à San José, je ne serai plus leur distributeur automatique. Quand je suis rentrée à San José, je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai déballé ma valise. Fait une lessive. Mangé des restes. Je suis restée assise dans le silence, ce genre de silence qui ressemble à un cri retenu juste sous la peau. Puis j'ai ouvert mon application bancaire. Cliqué sur les paramètres de paiement automatique. Supprimer chaque virement. Sans annonce. Sans discours final. Juste le silence. 2 semaines plus tard, maman a envoyé un message. Un problème avec ta banque? L'hypothèque n'est pas passée. Quelques jours après. Est-ce que tout va bien? Tu nous fais peur. Puis est venue la culpabilisation. On a l'impression que tu nous punis. C'est de la maltraitance émotionnelle, Mélissa. Et enfin. Ryan, tu nous dois tout. Tu ne serais rien sans cette famille. Celui-là a failli me faire rire. Je n'ai répondu à aucun de leurs messages. Je les ai juste bloqués. Pas par vengeance, par instinct de survie. J'ai commencé une thérapie. David m'a aidé à trouver quelqu'un de bien, la docteure Sandival. Voix douce. Aucun jugement. Il m'a fallu 3 séances pour réussir à prononcer le mot utilisé. Je lui ai parlé de la bourse abandonnée, des années de virement, de cette conversation dans le chat ATM. Elle a écouté, hoché la tête, puis elle a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. On ne vous a pas élevé pour être aimé. On vous a élevé pour être utile. Et je jure que quelque chose s'est fendu en moi, grand ouvert. Tout a soudain pris sens, la culpabilité chronique, la peur de dire non, cette nausée physique rien qu'à l'idée de les décevoir. Je n'étais pas folle. J'avais été conditionnée. Je suis retournée dans mes souvenirs, pour la première fois, je les ai vus clairement. Maman disant, c'est toi la forte. Ryan, lui, il ne supporte pas la pression. Papa me tendant des factures, sans un mot. Ryan faisant des crises pendant que je nettoyais la cuisine, à 15 ans. J'avais été l'adulte dans cette maison bien avant d'en être une. Et personne ne l'avait jamais remarqué. Ou pire, ils l'avaient remarqué, et ça leur convenait comme ça. Pour la première fois de ma vie, je n'avais pas l'impression d'abandonner ma famille. J'avais l'impression de me choisir, enfin. Et ce silence, celui qui me faisait si peur, a commencé à ressembler à de la liberté. L'invitation est arrivée par la poste. Carton épais, bord doré, libellé comme un faire-part de mariage. Rejoignez-nous pour célébrer les 40 ans de mariage de Margaret et Thomas. Dîner en famille. Tenue formelle. Manuscrit en bas de page, dans la calligraphie tourbillonnante de maman. On espère que tu viendras. Nous sommes si fiers de toi. Je l'ai regardé longtemps. David m'observait de l'autre côté de la pièce. Tu n'es pas obligé d'y aller, a-t-il dit doucement. Pas après tout ça. J'ai hoché la tête. Mais je savais déjà que j'irais. Je n'y vais pas pour eux, ai-je dit. J'y vais pour les voir me voir. Le country club n'était pas chic. Il essayait juste d'en avoir l'air, lustre en plastique, serviette en lin qui sentait l'eau de Javel, et un pianiste fatigué jouant des reprises de Sinatra près du buffet. Tout le monde était là. Des cousins que je n'avais pas vus depuis 10 ans, des grands-tantes, d'anciens voisins. Maman portait une robe couleur champagne et tellement de parfum que j'en avais la tête qui tournait. Papa avait même repassé sa chemise. Ryan, bien sûr, est arrivé en retard en basket.
Les gens me serraient dans leurs bras comme si j'étais de la royauté. Mélissa, on a tellement entendu parler de ta réussite. C'est toi qui maintiens la famille à flot. Tes parents ont tellement de chance de t'avoir. Chaque mot me frappait comme une gifle. Ils avaient tout raconté. Ils s'étaient vantés, pas de moi, de mon cœur, de mon travail, de ma vie. Juste de ce que je donnais. Le dîner, c'était du poulet trop cuit et des haricots verts fades. David était assis à côté de moi, me tenant la main sous la table. Mes paumes étaient moites. Puis maman s'est levée et a fait teinter son verre de vin. Avant le dessert, elle a souri à pleines dents. Je voudrais dire quelques mots. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Mélissa a toujours été notre roc. C'est elle qui a tenu cette famille ensemble émotionnellement, spirituellement, et bien, financièrement. Un rire léger a parcouru la salle. On plaisante en disant que c'est notre petit distributeur. Rire à nouveau. Plus nerveux, cette fois. Mon sang s'est glacé. Mais vraiment, a poursuivi maman, nous ne serions pas ici aujourd'hui sans elle. Littéralement. Je me suis levée. Lentement. Calme. Mes doigts ne tremblaient pas. C'est drôle, ai-je dit. Parce que moi non plus, je ne serais pas ici si j'avais su ce que vous pensiez vraiment de moi. La salle est devenue silencieuse. J'ai sorti mon téléphone. Appuyé sur lecture. La voix de Ryan a résonné dans la salle de réception, claire et arrogante. Profitez-en. Elle croit qu'on l'aime encore. Des halètements. Une fourchette a chuté. Ma tante Janice a murmuré. C'est quoi ce bordel? J'ai fait défiler et commencé à lire les messages à haute voix, un par un. Elle est pathétique. Laisse-la croire qu'elle aide. On va vendre la maison et la culpabiliser pour qu'elle la rachète. Dis-lui que papa est encore malade. Le visage de maman est devenu livide. Papa fixait son assiette. Ryan a essayé de rire. Allez, Mélissa. C'était une blague. Non. Non, ça ne l'était pas, ai-je répondu. Ma cousine Lisa s'est levée, la voix tremblante. C'est vrai? Tu as vraiment dit tout ça? Personne n'a répondu. Tu m'avais dit que Mélissa était pourri gâtée. Qu'elle refusait d'aider. J'ai regardé ma mère. Tu m'as façonnée en banque. Tu as utilisé l'amour comme monnaie d'échange. Et quand j'ai arrêté de payer, tu m'as traitée d'abusive. J'ai sorti une enveloppe de mon sac. Je l'ai posée sur la table. Voilà ton cadeau. À l'intérieur, un chèque de $0 et une copie imprimée de la conversation de groupe. Je me suis tournée pour partir, mais je me suis arrêtée. Un dernier regard. Je ne suis pas votre pourvoyeuse. Ni votre filet de sécurité. Ni votre éponge à honte. Je suis votre fille. Ou du moins, je l'étais. Et je suis partie. David m'a suivi en silence. Personne d'autre n'a bougé. Le seul son derrière moi, c'était le pianiste qui reprenait une autre version fatiguée de Sinatra, My Way. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de faire exactement ça. Les retombées n'ont pas tardé. 3 jours après le dîner, j'ai reçu une série de messages vocaux. Maman en larmes, papa suppliant, Ryan furieux. Je ne les ai pas écoutés. J'ai bloqué leur numéro. Pas par colère, par paix. Une semaine plus tard, les captures d'écran de la conversation ont circulé dans la famille élargie. Ma cousine Lisa m'a envoyé un simple texto. Je te crois. Je suis désolée. Mais le message le plus inattendu est venu de tante Linda. J'ai coupé les ponts avec ma mère à 62 ans. Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été. Sois fière de toi. Je suis restée un moment avec ce message. Je l'ai laissé s'installer en moi, comme un thé chaud après un long hiver. David et moi avons emménagé dans un petit condo en bordure de San Mateo. Rien qu'à nous. Propre. Calme. La lumière du soleil inondait la cuisine chaque matin, comme un pardon. Un samedi, il m'a surprise avec des billets pour Santa Barbara. Mes premières vraies vacances en plus de 10 ans. J'ai pleuré en voyant l'océan. Pas de tristesse, mais parce que j'avais enfin l'espace pour ressentir de la joie. Je me suis offert un manteau. Jaune vif. Doux. Inutile. Tape à accent grave l'œil. Je l'ai porté partout. Et eux? La maison a été vendue en dessous du prix du marché. Personne n'en voulait après les saisies fiscales. Ryan travaille à temps partiel maintenant. Il vit toujours chez eux. Il touche l'aide de l'État.
Et dans les petites villes, les gens parlent. La pitié qu'ils utilisaient comme arme? Elle s'est retournée contre eux. Et moi? J'ai enfin appris quelque chose qu'ils ne m'avaient jamais enseigné. Comment vivre pour moi? Comment respirer sans culpabilité? Comment exister sans rien devoir à personne? Et c'est meilleur que l'amour. Parce que ça, c'est à moi. Parfois, j'ai encore le réflexe de vérifier mon téléphone. Voir si maman a appelé. Si Ryan a envoyé un mème à moitié sincère. Si papa a enfin dit quelque chose, n'importe quoi, qui ressemble à des regrets. Mais le silence est plus fort que toutes les excuses qu'ils auraient pu inventer. La semaine dernière, David et moi sommes partis en randonnée. Rien de spectaculaire, juste des arbres, du ciel, et ce genre de silence qui ne fait pas mal. Je me suis arrêtée à mi-chemin du sentier et j'ai regardé autour de moi. Pas de délai. Pas de facture. Personne à sauver. Juste moi. J'ai repensé à tout ce que je leur avais donné. Et à tout ce qu'ils avaient pris. Puis j'ai pensé à ce que je m'étais enfin offert. La liberté. La paix. Et le droit d'exister sans être utile. Je ne suis pas amère. Je ne suis pas en colère. J'ai fini. Ils ne pleuraient pas une fille. Ils regrettaient leur employé préféré. Mais je ne suis plus leur distributeur automatique. Je suis moi.